Alors, Jean-Christophe Hanna, oui. Rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis le directeur associé et le cofondateur d'une société qui s'appelle Link Humans, que j'ai créée il y a 3 ans. Et cette société est spécialisée en recrutement mobile et social. Donc nous accompagnons, nous formons, nous conseillons les entreprises dans l'utilisation des médias sociaux et des technologies mobiles pour recruter plus efficacement. Donc comment je vais aller chercher les meilleurs candidats, comment je vais aller les traquer. D'un côté, c'est le sourcing, mais également comment je vais aller les draguer online en animant une page Facebook, une page vidéo, une page LinkedIn, un compte Twitter, recrutement. Et nous avons une autre activité, la principale, qui est l'organisation d'événements. Donc Jean-Christophe vient d'en parler à l'instant. L'événement principal s'appelle aujourd'hui RMS Conf, Recrutement Mobile et Social Conférence. C'était la 4e édition le 14 octobre dernier à Paris. Dommage que vous l'ayez raté. Un certain nombre d'intervenants d'aujourd'hui y étaient et faisaient partie des speakers ou des acteurs de cette journée. C'était la 4e édition et nous avions 550 recruteurs, 550 personnes de cet écosystème, recrutement, marque employeur, campus management, relations école-entreprise, qui ont débattu toute la journée sur l'innovation dans le recrutement et on avait un thème principal qui était le recrutement en 2025. Et c'est justement ce thème que je vais aborder avec vous aujourd'hui, savoir comment le métier de recruteur a pu évoluer depuis 1998, 2003 jusqu'à 2025. Oula, ça fait bien. Je vais arrêter de tousser, c'est pas mal. Une petite BD, on a un média, le son est un peu de temps en temps. On a un média qui s'appelle RMS News, aussi Recrutement Mobile et Social News, et tous les mercredis vous avez la petite BD. Et là, du coup, sur cette image, vous pouvez voir de l'âge de pierre du recruteur au robot potentiel de demain, que j'évoquerai tout à l'heure, comment le recrutement a pu évoluer ces dernières années. Alors justement, 98-2025, il s'est passé un certain nombre d'années. J'évoque 98 parce que c'est l'arrivée des sites emploi, mais finalement, c'est surtout entre 2003 et 2025 pour moi que ça se joue. Sur ces 22 années, il y a 11 ans, dans 11 ans, comment va évoluer le recrutement, le métier de recruteur, la relation recruteur-candidat. Alors hier, il n'y a pas si longtemps, et pourtant, dans une galaxie lointaine, il n'y a pas si longtemps, on avait la presse qui était omniprésente, d'accord, et sa suprématie a commencé à être remise en question par de nouveaux spécimens, des acteurs qu'on appelait à l'époque les sites emploi ou les job boards, pour employer un terme que vous connaissez sans doute. Et ça a déjà un petit peu changé la donne forcément, et remis en question un certain nombre d'habitudes côté recruteur, côté candidat. Cette évolution, on va la voir ensemble. Et de cette évolution sont nées plusieurs évolutions. Donc en 2003, c'était il y a 11 ans, les job boards se sont vraiment imposés par rapport à la presse. Et en 2003, la relation recruteur-candidat a commencé à changer. Pourquoi? Parce qu'en 2003, c'est la naissance, salut Loïc, c'est la naissance de LinkedIn. Donc ce que j'ai appelé moi la menace fantôme à ce moment-là. Et après le premier bouleversement qu'a pu constituer l'arrivée des sites emploi, il y avait déjà une menace fantôme qui pointait le bout de son nez avec LinkedIn. Depuis, les médias sociaux sont arrivés, le mobile, on va le voir ensemble. Donc le recrutement, il ressemblait à ça. Moi, je l'ai appelé papier presse, pourquoi? Parce que d'un côté, toutes les offres passaient par la presse, et uniquement par la presse. Et de l'autre, le candidat a envoyé son CV et sa lettre de motivation manuscrite. Je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup parmi vous qui reçoivent des lettres de motivation manuscrites. Oui, d'accord, on en reparlera tout à l'heure, c'est intéressant. Par la poste. Donc je l'ai appelé, voilà, papier presse. Pour moi, c'est complètement archaïque, évidemment, même si la presse a encore un rôle à jouer aujourd'hui, mais plus de communication. En tout cas, voilà à quoi ressemblait le recrutement. Donc, il était lent, il était un peu archaïque. Il y avait un déséquilibre aussi très important entre le recruteur qui connaissait à peu près tout du candidat, même si ce tout était limité aux informations du CV, et le candidat qui ne savait pas grand-chose, voire absolument rien de la personne qu'il allait rencontrer, et très peu d'informations sur l'entreprise, en dehors de celles qui étaient communiquées dans la petite annonce.
Le recruteur, il ressemblait à ça. Okay, donc le recruteur old school, c'est un recruteur qui est passif. C'est un pêcheur qui se contente d'envoyer sa canne et son hameçon, de diffuser une offre d'emploi, finalement, et il va attendre les candidatures. Il va attendre que les CV arrivent, et finalement, en ayant cette posture passive, il ne va toucher qu'une partie des candidats, les candidats que l'on appelle les candidats actifs, ceux qui sont activement en recherche d'emploi à l'instant T. Okay, c'est passif, il est inaccessible, il est monotasque. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que le candidat à ce moment-là, l'individu n'est candidat que ponctuellement. Il ne l'est qu'au moment où il est en recherche d'emploi. La communication, elle a évolué également. Donc le vieux transistor, c'est fait exprès évidemment. L'idée, c'est que cette communication, elle était totalement maîtrisée par le passé. L'image de l'entreprise était lisse, elle était sans aspérité, froide, et la communication était distante, la communication était déshumanisée, désincarnée. Okay. Alors qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, on est en 2014, donc 11 ans après ce basculement de 2003, hein. Alors je rappelle juste quelques éléments, mais 98, c'est l'arrivée des sites emploi, 2003, c'est la naissance de LinkedIn et l'arrivée des réseaux sociaux. Okay. Depuis 2003, depuis 11 ans, il s'est passé un certain nombre de choses avec l'émergence des réseaux sociaux. On le verra tout à l'heure peut-être lors des questions-réponses, je ne suis pas sûr que vous les utilisiez tous. Hein, nous avons formé, nous, chez Link Humans, plus de 550 recruteurs en 3 ans à l'utilisation des réseaux sociaux. Et ce que je raconte aujourd'hui, pas tout ce que je vais vous raconter, mais ce que je raconte généralement sur les réseaux sociaux, c'est le même discours que je tenais il y a 10 ans. Donc il serait temps quand même de monter dans le train. Et moi, je vais aller beaucoup plus loin que de vous donner envie de monter dans le train, puisque je vais vous expliquer ce qui vous attend d'ici 2025. Alors, le recrutement, il était papier-presse, il est devenu mobile et social. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'un côté, il y a eu l'émergence des médias sociaux, donc réseaux sociaux professionnels, Viadeo, LinkedIn que vous connaissez, mais également tous les médias sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, YouTube, Pinterest, et puis tous les autres qui arrivent tous les mois, les nouveaux médias qui se créent. Et l'arrivée aussi, 2 révolutions majeures pour moi. La première, les médias sociaux, ils ont mis à égalité recruteurs et candidats. Alors pourquoi égalité? Parce qu'avant, encore une fois, il y avait d'un côté le recruteur tout-puissant qui diffusait une offre dans la presse, et le candidat qui prenait connaissance de cette offre, qui envoyait son CV, sa lettre de motivation, par voie postale. Là, d'un coup, les deux peuvent gérer, brander, optimiser leur marque. D'un côté, on a le personal branding, c'est le marketing personnel du candidat. De l'autre, on a la marque employeur de l'entreprise. Okay, donc il y a ce côté communication. Deuxième raison pour laquelle, selon moi, ils sont à égalité, c'est qu'il y a un accès à l'ensemble du marché. D'un côté, l'entreprise aujourd'hui peut accéder à l'ensemble des candidats, pas uniquement les candidats activement en recherche, mais également les candidats que l'on qualifie de passifs, ceux qui, comme vous, sont en poste, qui ne sont peut-être pas du tout à l'écoute du marché, mais qui sont des cibles quand même pour un recruteur. De l'autre côté, le candidat, il a accès à l'ensemble des offres du marché. Avant, il avait accès seulement aux offres qu'il trouvait dans le canard qu'il avait acheté, que ce soit les DNA, que ce soit l'usine nouvelle, que ce soit Courrier Cadre, que ce soit les feuillets économiques ou emploi du Figaro, de l'Express et compagnie. Donc ça change un petit peu la donne. Là, en quelques clics, il a accès à l'ensemble du marché. Et puis aujourd'hui, c'est tellement peu cher de diffuser une offre d'emploi sur Internet, 600 € sur Viadeo, sur LinkedIn, sur les sites emploi, 0 € sur certains sites, en fonction de modèles économiques un peu différents. Du coup, le marché caché est beaucoup plus faible qu'il ne l'était précédemment. Donc accès à l'ensemble du marché des deux côtés. Troisième raison pour laquelle ils sont à égalité selon moi, c'est qu'ils peuvent s'informer l'un sur l'autre. Le recruteur peut s'informer sur le candidat en le googlisant, mais le candidat googlise aussi le recruteur. D'accord? Et ça change un peu la donne. Donc ils sont à égalité, et le recrutement mobile est une nouvelle révolution. Alors je vais en parler un tout petit peu, j'en reparlerai à la fin, parce que ça je pourrais en parler pendant des heures et c'est mon dada. On en parle très peu aujourd'hui. Et enfin, ça commence à bouger depuis 2-3 ans. Et cette année-là, les premières entreprises françaises ont franchi le pas. Elior, Seb, Colas sont les premières entreprises qui, en France, à ma connaissance, permettent la candidature mobile. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques chiffres. Viadeo, qui a une excellente application mobile, ils ont franchi cette année le cap des 50%. 50% du trafic de Viadeo provient des smartphones et des tablettes.
plus de l'ordinateur. D'accord ? Et 25% des candidatures sur les offres qui sont diffusées via vidéo proviennent de smartphones et tablettes. Ça fait réfléchir. Hein. Cadre Emploi, qui est un acteur un peu plus ancien, qui fait partie des sites emploi, 42% de son trafic provient des terminaux mobiles. 12% des candidatures reçues par Cadre Emploi proviennent de smartphones et de tablettes. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone dans la poche. Alors, il y en a qui vont encore me regarder, ah non, moi j'en ai pas, ça arrive, il y en a quelques-uns encore qui n'en ont pas. Mais on aura tous, à terme, un smartphone dans la poche pour la simple et bonne raison que les téléphones qui ne font que téléphone, ben, il n'y en a plus beaucoup qui sont en production aujourd'hui. Donc voilà, recrutement social qui a mis à égalité les deux protagonistes, recrutement mobile qui est une nouvelle révolution en marche. Alors, est-ce que le recruteur moderne, il ressemble à ça? Bah oui, il y a encore beaucoup de recruteurs modernes, qui se pensent modernes, ou recruteurs d'aujourd'hui, on va dire, absolument pas modernes, qui sont dans cette posture, toujours de pêcheurs passifs, qui se contentent de diffuser des offres d'emploi, qui va éventuellement scanner les bases de CV, ça c'est pas très compliqué, mais qui ne touche toujours que les mêmes candidats, et qui touche les mêmes candidats que tous ses concurrents, à savoir les candidats activement en recherche d'emploi. C'est le recruteur moderne. D'accord, hein? Alors il fait peut-être peur à certains. L'idée, c'est que c'est un chasseur. Moi, j'ai été chasseur de tête en cabinet. Aujourd'hui, tout recruteur, en cabinet comme en entreprise, est dans la posture d'un chasseur de tête, en puissance. C'est-à-dire que vous avez les outils, avec Viadeo, avec LinkedIn, voire même dans Google, puisque nous formons aussi à l'utilisation des ordinateurs booléens. On peut, grâce à des lignes de code, chercher dans Google de manière encore plus efficace dans LinkedIn et dans Viadeo que directement depuis ces outils, ce qui peut paraître assez étonnant. Aujourd'hui, le recruteur moderne, il va aller traquer le candidat là où il se trouve. Si le candidat se trouve sur les sites emploi et que ça lui suffit, tant mieux, mais la plupart du temps, pour élargir son sourcing, pour élargir le champ des possibles, il va aller chercher les candidats actifs, mais aussi les passifs surtout, qui se trouvent sur Viadeo, sur LinkedIn. Il ne faut pas oublier que sur Cadre Emploi, Monster, APEC, il y a entre 400 et 600 000 personnes qui ont déposé leur CV. Aujourd'hui, sur LinkedIn, vous avez 8 millions de Français. Sur Viadeo, 9 millions. C'est énorme la différence entre les deux. Donc vous pouvez toucher potentiellement des personnes qui n'ont peut-être rien demandé, que vous allez devoir séduire, que vous allez devoir draguer, évidemment, pour leur donner envie peut-être de quitter leur entreprise et de vous rejoindre, mais vous avez la possibilité de toucher des personnes que vous ne pouviez pas toucher avant. Et ça change quand même pas mal la donne. Donc ce recruteur, il est à la fois chasseur, il est ambassadeur de son entreprise aussi, et ça on pourra en reparler, essentiel cette question d'ambassadeur, j'en parlerai aussi. Et il est multitask, c'est-à-dire qu'il va de plus en plus être aussi blogueur, modérateur, animateur de communauté. Et pourquoi il a toutes ces compétences et pourquoi il doit avoir toutes ces compétences? C'est parce que l'individu est aujourd'hui aussi un candidat à vie. Une personne n'est plus candidat uniquement ponctuellement quand elle est en recherche d'emploi. Déjà, elle ne va pas faire toute sa vie dans une même entreprise, mais en plus, vous allez tous brander cette image, marketer votre présence en ligne sur les différents outils et vous rendre forcément, du coup, accessible d'un recruteur, d'un chasseur de tête tout au long de votre carrière. La communication, elle a changé radicalement aussi. Elle est humaine aujourd'hui. Les entreprises, elles ont perdu le contrôle total de leur image. L'image d'une entreprise n'est plus contrôlée uniquement par le service de la communication. L'image d'une entreprise, elle dépend aussi de l'image de chacun des collaborateurs qui sont présents sur Viadeo et sur LinkedIn. Donc ça, l'entreprise, elle est obligée de faire avec. Et elle a perdu le contrôle total de sa communication également. Pour quelle raison? Pour la simple et bonne raison qu'avant, elle décidait du moment, du canal, du lieu où elle délivrait l'information. Le journal de 20 h, une pub en pleine journée, à la radio, dans le journal, enfin peu importe. Aujourd'hui, on est sur une communication à Tawad. On est sur une prise d'information à Tawad. À Tawad, ça veut dire anytime, anywhere, any device. Je peux m'informer, moi, individu, consommateur, client, candidat, à tout moment, en tout lieu, à partir de n'importe quel terminal. Et ça change la donne pour l'entreprise. Demain, avant de passer sur les portraits, donc j'ai imaginé, moi, 7 portraits de recruteurs que je vais partager avec vous, sachant que demain, c'était 2025 dans mon événement, mais c'est demain, hein, c'est dans 11 ans seulement. Il y a 11 ans, LinkedIn naissait, ni Viadeo, ni Facebook, ni Twitter, ni le smartphone n'existaient.
Sans ces outils, mon entreprise n'existerait pas, je ne serais sans doute pas là à vous parler ce matin, et mon événement n'existerait pas non plus. Que va-t-il se passer dans les 11 prochaines années? En quoi l'intelligence artificielle, en quoi la robotique, en quoi les NBIC, en quoi le big data, les MOOC, on pourra reparler de tous ces termes savants, vont impacter ou pas la relation recruteur-candidat. Et dans le cadre de mon événement le 14 octobre, c'était ça. Tout l'enjeu de l'événement, c'était de se poser ces questions-là. Est-ce que ça va avoir un impact sur votre métier de recruteur? Alors, 7 portraits. Le premier, c'est celui-là, l'agent de talent. On peut imaginer en 2025 que le CDI est disparu. Et ça, je ne suis pas le seul à le penser. D'accord? Si on part du principe que le CDI a disparu, l'individu, qui est un candidat permanent, devient aussi multi-employeur. Dans ce cas de figure-là, il va travailler à la mission, il va enchaîner les projets pour différentes entreprises, quelquefois parallèlement pour différentes entreprises, quelquefois successivement. Voilà. Et du coup, on peut imaginer que l'entreprise n'est plus un club qui s'inscrit dans un championnat, mais c'est plutôt une équipe nationale qui joue des compétitions de prestige. D'accord ? Et le recruteur est un sélectionneur. Et ce sélectionneur va devoir trouver les meilleurs profils pour constituer la meilleure équipe, créer la meilleure alchimie pour jouer justement ces matchs de prestige que sont les différents projets, les différentes missions proposées. Et à la fin de chaque mission, le mercato bat son plein. Le recruteur data analyst. Alors, en 2025, le big data s'est enfin imposé. Le recruteur, du coup, c'est un ingénieur informatique. Il est spécialiste dans l'analyse du data, l'analyse de la donnée. Il va aller chercher, récolter, classer, traiter, analyser toutes les données relatives à une population cible. La population cible, ce sont les candidats qu'il essaye de toucher. Et que va-t-il faire avec ces données? Les données, c'est quoi? C'est les présences en ligne de ces personnes, c'est leur activité sur Viadeo, Facebook, Twitter et compagnie. C'est également les interactions que vont avoir ces personnes avec leur réseau, mais c'est aussi la trajectoire professionnelle et personnelle, la performance de ces personnes dans les postes précédents. Il va brasser tout ça et ce recruteur data analyst va être capable de prédire le taux de réussite, le fit culturel et la chance finalement d'être efficace dans le poste pour la personne qu'il va recruter. En 2025, le recruteur il pourrait être aussi psychologue. Pourquoi? Parce qu'en 2025, les soft skills l'auront emporté sur les hard skills. Alors les soft skills, c'est quoi? Les soft skills, c'est la personnalité, l'état d'esprit, le comportement, l'adaptabilité d'un individu, qui de plus en plus vont s'imposer par rapport aux diplômes et par rapport aux compétences. Alors s'imposer, peut-être sans les remplacer, mais au moins être considéré comme aussi importante que ce qu'on a l'habitude de chercher dans un CV, des compétences et un diplôme. D'accord? Et du coup, le recruteur psychologue, il a tellement digéré, il a tellement assimilé les tests, que ces tests font partie de sa mécanique intellectuelle. Okay? Et dans l'idée, c'est un recruteur qui va être capable de diriger l'entretien tout en analysant la personnalité du candidat qu'il a en face de lui. Finalement, le test n'est plus avant ou après l'entretien de recrutement, il se réalise pendant l'entretien de recrutement. Et à la fin de l'entretien, le recruteur psychologue, il est capable de vous dresser votre portrait, votre personnalité, et de savoir quelles sont les chances de réussite dans le poste qu'il vous propose. Le recruteur opérationnel. Alors en 2025, on peut imaginer que le recruteur RH est disparu et qu'il soit remplacé par l'opérationnel. Pourquoi? Parce que de plus en plus aujourd'hui, l'opérationnel est directement accessible sur les réseaux sociaux, mais aussi quelquefois sur les sites carrières des entreprises, du candidat. Donc le candidat, il peut directement aller solliciter l'opérationnel sans forcément passer par la case RH. Et de plus en plus dans les entreprises, le rôle d'ambassadeur est donné à l'opérationnel. C'est l'opérationnel qui quelquefois va animer des groupes de discussion, des pages, des présences de marques sur les différents médias sociaux. Donc l'opérationnel, il y a beaucoup qui le pensent, c'est quand même la personne la plus à même de juger de la pertinence d'un profil, de la pertinence d'un comportement, d'une attitude, des compétences par rapport au poste qu'il a à pourvoir et par rapport au collectif de son équipe. Donc pour sublimer ce collectif, personne ne peut
à la place de l'opérationnel, choisir la bonne personne. On pourrait imaginer aussi en 2020 que la vague du crowd s'empare du recrutement. Vous connaissez peut-être le crowdfunding, le crowdsourcing. Le crowdfunding, ce sont des sites aujourd'hui web qui permettent le financement participatif. Hein, donc on a des sites comme Quickstarter, comme j'oublie l'autre, mais c'est pas grave, ça va revenir. KissKissBankBank, ouais, merci. Et ce sont des sites qui permettent de financer des projets. Donc tout porteur de projet peut présenter un projet sur une plateforme web et proposer à tout individu d'apporter sa contribution au financement du projet. Ça, c'est le crowdfunding. Le crowdsourcing, ce sont des entreprises qui sollicitent le public pour donner leur avis, son avis, sur un changement de logo, sur le lancement d'un nouveau produit, sur une solution qu'ils ne trouvent pas pour résoudre un problème. Donc là, j'ai inventé, moi, le crowd recruitment. Et le crowd recruiter, c'est finalement la possibilité d'avoir la mise à contribution de toute l'équipe de recrutement, enfin, toute l'équipe de recrutement, le recruteur, mais aussi toute l'équipe opérationnelle, pardon, sur le process. Donc on pourrait imaginer que pour recruter un candidat dans une équipe X, tous les collaborateurs de l'équipe X soient sollicités et proposent des épreuves, mini-épreuves online, de mise en situation concrète au candidat, puis que ce candidat, s'il va plus loin, se voit proposer, de la même manière qu'on a des assessment centers aujourd'hui, on pourrait avoir un Fab Lab, là aussi, personne ne sait ce que c'est qu'un Fab Lab, si. Fab Lab, c'est Fabrication Laboratory en anglais, excusez-moi pour l'accent, c'est difficile à dire d'ailleurs en anglais. Fab Lab, c'est un endroit où on a souvent des impressions 3D, de la découpe laser, on a un certain nombre comme ça de matériel avec la possibilité de venir et de réaliser un objet. Alors c'est très pratique pour des designers, mais aussi pour le tout un chacun qui souhaite réparer ou fabriquer un objet. Okay, et donc là, on pourrait imaginer que le Fab Lab serve de laboratoire pour recruter une personne, avec la mise à contribution des collaborateurs de l'entreprise qui proposeraient là aussi des mises en situation concrètes, réelles, aux futurs candidats, mais aussi lui ferait peut-être partager des moments de vie. Il y a de plus en plus d'entreprises, il y a du baby-foot, on pourrait imaginer qu'il y a un baby-foot et que le candidat se voit proposer de jouer à une partie de baby-foot. Et à la fin, du coup, de cette journée, on aurait une décision collective quant à la possibilité ou pas d'inscrire cette personne dans le collectif. Est-ce qu'il a une chance de réussir? Est-ce que sa personnalité va matcher, va fitter avec les valeurs et la culture de l'entreprise? Donc la décision serait collective. L'erreur de recrutement, forcément, le serait aussi. Le recruteur augmenté. Alors là, on va un peu plus loin. On peut imaginer en 2025 que les Google Glass, c'est complètement dépassé. Pour moi, le recruteur cyborg, en 2025, il porte des smart lentilles. Il a des lentilles directement sur la pupille, okay, et il va même faire porter au candidat un casque de réalité virtuelle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Oculus Rift, qui est une société américaine qui a été rachetée par Facebook, plusieurs millions au début de l'année, c'est un casque que vous mettez sur la tête et qui vous immerge complètement dans un environnement. On en avait un sur mon événement le 14 octobre dernier. C'est surtout pour les gamers, mais de plus en plus les entreprises, et là c'était le Crédit Agricole, proposaient la visite virtuelle de son environnement professionnel, de ses locaux, de ses bureaux, de son campus, au travers de ce casque de réalité virtuelle. Et donc on pourrait imaginer que le recruteur propose au candidat de porter un casque et de l'immerger, là aussi, dans une mise en situation concrète. Avec les smart lentilles qu'il aurait et qu'il porterait, il pourrait filmer en temps réel les réactions du candidat, voire retransmettre en live, finalement, ce qu'il voit de l'entretien à l'équipe opérationnelle dans laquelle pourrait être intégrée cette personne. Et on peut aller plus loin en imaginant que ce même cyber-recruteur aurait un microprocesseur directement plugué dans le cerveau qui lui permettrait de brasser les données de l'entretien, de comparer un petit peu les réponses, le comportement, tout ce qui se dégage de la personne pendant l'entretien avec les mêmes données des collaborateurs les plus performants de l'entreprise pour prendre la meilleure décision. Est-ce que ça... Ah. Dommage, parce que c'est le plus intéressant qui arrive. Le plus intéressant, le plus angoissant, on ne sait pas. Le recruteur robot. Alors, on peut imaginer en 2025, et ça, c'est pas que moi qui le dis, hein,
Il y a une étude de Gartner qui a dit que d'ici 2025, un tiers des emplois auront disparu et seront réalisés par des robots. Donc on peut très bien imaginer que les robots vont se multiplier et que ces robots, un jour, remplaceront peut-être les recruteurs. Donc il y a eu un certain nombre d'expériences qui ont été réalisées déjà. Il y a un petit robot qui s'appelle Mathilda, tout mignon, tout petit comme ça. C'était une émission d'Arte qui a présenté ça il y a quelques temps, où ce robot il a été mis en face d'un candidat. Alors ce robot, à l'origine, c'est un robot, je crois, créé par des Japonais, il me semble. Il est doté d'empathie. C'est un robot qui, en principe, est censé accompagner les personnes âgées pour être, au lieu de l'animal de compagnie, on a le robot de compagnie, quelque part, qui est capable d'identifier si la personne va bien ou pas, d'avoir une parole rassurante, voire d'aller vers elle pour avoir un câlin. Enfin, voilà, c'est un robot doté d'empathie. Et ce robot-là a été mis en face d'un candidat et essayer d'identifier un petit peu le langage non verbal et d'identifier si le candidat racontait des choses sérieuses ou pas. Enfin, voilà. Donc on peut très bien imaginer que le robot remplace l'homme. On a aussi une autre étude qui a été reprise par la Harvard Business School cette année et qui est que l'algorithme aujourd'hui est plus puissant que le cerveau humain pour identifier la pertinence d'un profil par rapport à un poste à pourvoir. Donc tout ça laisserait penser que le recruteur robot puisse remplacer un jour le recruteur humain. Et le recruteur robot, lui, il est neutre, non discriminant, il est rationnel, il est objectif. Il est très pertinent dans à la fois sa façon d'appréhender le comportement, la personnalité. Et du coup, il pourrait être tellement performant dans cet exercice que les candidats seraient peut-être les premiers à plébisciter l'arrivée d'un tel recruteur parce que le recrutement, c'est quelque chose de trop sérieux. C'est à la subjectivité humaine. Ok, alors moi j'avais la chance d'avoir ce grand monsieur qui a ouvert la conférence de mon événement le 14 octobre dernier, Laurent Alexandre. Cette personne, il est chirurgien urologue, énarque, HEC, Sciences Po, c'est juste du délire. Il a co-créé Doctissimo il y a quelques années. Lui, il est persuadé que les robots vont remplacer les hommes sur un certain nombre de champs, que l'algorithme est déjà plus puissant que le cerveau humain. Okay. Je vous laisse découvrir à la fois sa keynote qu'il a fait dans notre événement qui sera en ligne prochainement, ses interventions TED qui sont passionnantes, le livre qu'il a écrit, enfin voilà. Donc ça fait peur quelquefois, mais en même temps, il décrit comment pourrait évoluer l'humanité, le transhumanisme, un certain nombre de choses. Et le même jour, il y avait Raja Chatila, qui est l'expert robotique du CNRS, qui lui est convaincu, pas du contraire, il est convaincu aussi que la robotique va se développer, mais il est convaincu qu'il va y avoir une compatibilité entre les deux, une complémentarité entre l'homme et le robot. C'est que finalement, plutôt que le robot remplace l'homme, le robot va co-travailler avec l'homme. Et que l'homme plus le robot sont plus forts ensemble. D'accord. Donc ça aussi, lequel des deux a raison, on le verra d'ici quelques années. Voilà, ça c'était juste l'événement. Est-ce que vous êtes prêts à toutes ces évolutions? Alors moi, ces 7 portraits, je me suis amusé avec ces portraits. Après, ça sera peut-être un mix de certains de ces portraits. Certains ne verront peut-être jamais le jour, d'autres, et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont voir le jour, et peut-être ceux qui font le plus peur. Donc préparez-vous à toute cette évolution. Moi, je suis prêt déjà, je suis un geek absolu, j'ai que des objets connectés chez moi, c'était juste pour la blague. Et je vais finir avec l'expérience ultime que j'imagine, parce que le recrutement de demain, il sera peut-être uniquement mobile. Et ça, on n'en parle pas suffisamment. Mais ça change tout, absolument tout. Et moi, j'ai imaginé quelque chose, sans vous expliquer le recrutement mobile, parce que ce serait trop long. J'ai un article que j'ai écrit il y a une semaine sur est-ce qu'il faut avoir un site en responsive design, est-ce qu'il faut un site mobile ou est-ce qu'il faut une application mobile. Mais de toute façon, on pourra en reparler avec Loïc tout à l'heure de tout ça. Mais en tout cas, il est impossible aujourd'hui de ne pas vous mettre dans la peau du candidat qui va consulter les offres d'emploi et visiter votre site carrière ou l'espace carrière de votre site web depuis son smartphone. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais un smartphone, l'écran est un peu plus petit. Même s'il commence à grandir, je n'ai pas le tout dernier qui est énorme, un peu plus petit qu'un écran d'ordinateur. Et bizarrement, il est comme ça. Il n'est pas comme ça. Okay. Donc l'ergonomie, la navigation, l'interaction que l'on a avec un smartphone, on joue avec son doigt, on ne joue pas avec une souris, tout ça, c'est complètement différent.
de l'expérience qui est proposée sur un site web. Très souvent, moi je vois des entreprises, elles ont refait leur site carrière, c'est un site magnifique, et la première chose que je fais moi, je vais le consulter depuis un mobile. Et bizarrement, comme il a été conçu comme ça, dans ce sens-là, quand je le consulte sur mon mobile, eh ben, il occupe que la moitié de l'écran. Et il faut zoomer pour avoir quelque chose. Je ne peux évidemment pas aller jusqu'à postuler, ça c'est encore une autre question. Mais en tout cas, voilà. Donc mettez-vous à la place de vos candidats. Il faut penser mobile aujourd'hui, donc soit en ayant un site responsive, qui n'est pas la meilleure des solutions pour moi parce qu'elle n'est pas réellement mobile, soit un site mobile. Donc le site responsive, c'est le site qui s'adapte à la taille de l'écran. Le site mobile, c'est un site qui est déjà vraiment pensé mobile, menu épuré, navigation simplifiée, et l'application mobile, c'est une application que l'on va chercher sur les stores, mais qui là est complètement mobile. Donc moi j'ai imaginé l'expérience ultime. Pourquoi un avion? Parce que il y a une compagnie américaine, enfin qui est United Airlines ou American Airlines, je ne me souviens plus, qui a proposé une appli qui permet aux clients qui achètent un billet d'avion de suivre tout au long du processus, depuis l'acte d'achat jusqu'à la montée dans l'avion. Donc les informations que le client va recevoir via l'application ne sont pas les mêmes 3 mois avant, 3 semaines avant, 3 jours avant, 3 heures avant. Okay, 3 mois avant, on va peut-être lui dire est-ce que ses vaccins sont à jour, est-ce que son passeport est à jour. 3 semaines avant, on va lui rappeler peut-être l'heure d'embarquement et compagnie. 3 jours avant, peut-être de ne pas oublier qu'il a le droit qu'à tel poids pour sa valise et qu'il peut mettre que des petits contenants là, pour passer la vérification des bagages. Et puis, je ne sais pas, 3 heures avant, il arrive à l'aéroport, on va lui indiquer le parking le plus proche, celui où il y a encore des places. Et puis, 3 minutes avant de monter dans l'avion, on va peut-être lui dire, voilà, quelle est la température sur le lieu où il arrive, à quelle heure il va arriver, de régler sa montre. Enfin, on peut imaginer l'expérience totale. Et moi, je me suis amusé à imaginer la même expérience, à faire une transposition sur l'expérience qui pourrait être proposée à un candidat, depuis l'acte de candidature jusqu'à l'arrivée dans l'entreprise. On pourrait imaginer qu'à chaque étape du processus de recrutement, l'application qui est proposée au candidat, donc à la limite, ce n'est même pas forcément une application sur laquelle il a postulé. Il a postulé, quel que soit le canal, et au moment où il a postulé, on lui propose d'aller télécharger cette appli. Et sur cette appli, elle est personnalisée. C'est-à-dire que les rubriques qui apparaissent à l'écran dépendent du poste sur lequel le candidat s'est positionné. Les informations qui sont dans l'appli parlent directement au candidat. S'il s'est positionné sur un poste marketing, on va peut-être lui présenter les collaborateurs de l'équipe marketing et son futur boss. Okay. Puis, plus il va avancer, premier entretien, on va avoir des informations pour préparer ce premier entretien. Suite au premier entretien, on va peut-être lui proposer de passer un test de fit culturel ou de personnalité qu'il va pouvoir passer directement depuis l'appli et il aura les résultats dans l'application. Puis, si le process va jusqu'au bout, il va pouvoir même bénéficier d'une pré-intégration dans l'entreprise. On va lui indiquer quelles sont les commodités autour de l'entreprise, quels sont les commerces les plus proches, les salles de sport, les crèches, les écoles. Les lieux de vie dans l'entreprise, il va pouvoir peut-être naviguer et découvrir un petit peu l'entreprise. Et le jour où il est collaborateur, le jour où il est intégré, la même appli, qui était une appli marque employeur externe, une appli candidat, se transforme en application interne, en application collaborateur. Vous oubliez l'intranet, vous oubliez le réseau social de l'entreprise. Et finalement, le collaborateur, dans l'entreprise, sa carrière, sa mobilité professionnelle, son évolution au sein de votre entreprise, il va pouvoir la gérer depuis la même application, qui aura évolué. Voilà. Ça, c'est l'expérience ultime que j'imagine. Je suis tout seul à fantasmer pour l'instant. Personne ne l'a fait. C'est techniquement possible, tout ce que je raconte. Rendez-vous en 2025. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Le timing est parfait. Alors si quelqu'un a des questions, j'ai un micro à lui faire passer pour que ceux qui sont en ligne et dans votre salle puissent entendre les questions également. Je crois que tu as séché tout le monde avec tes robots recruteurs. Hein. Allez-y, posez des questions, je suis là pour ça. Hein. À quel portrait vous croyez le plus? Sur les 7 portraits, entre l'agent de talent, le psychologue, le data analyst, le crowd recruiter, l'opérationnel, l'augmenté, le robot, est-ce qu'il y en a un comme ça qui vous dit bah oui, celui-là, il y a de grandes chances qu'il arrive. Celui-là, en revanche, j'y crois absolument pas. J'ai bien aimé vos possibilités. Alors moi, je me pose la question en tant que patron de PME, c'est-à-dire j'ai une petite entreprise, ma personne. Il est évident que dans mon entreprise, je n'ai pas de directeur de ressources humaines.
comment est-ce que vous imaginez une projection sur la PME qui embauche de temps en temps, pas du tout régulièrement, qui ne pourra jamais mettre en route ces moyens-là parce que c'est décalé au regard de ses budgets? Alors tout dépend, il y a certains moyens qu'elle peut mettre en route quand même. Si vous êtes patron d'une PME, quelle que soit sa taille, mais quand elle est petite, effectivement, c'est souvent soit le DG qui fait un peu le rôle du RH, soit le DAF, quelquefois, ça dépend un petit peu de la PME. Là, ce ne sont que des projections sur l'évolution du métier de recruteur. Alors après, quand ça n'est pas un recruteur pure souche du métier RH qui l'exerce, mais que c'est l'un des autres directeurs de l'entreprise, c'est déjà voir quel est le temps que vous accordez à cette recherche de candidats, quels sont les outils que vous utilisez. Est-ce que, comme vous n'en avez pas le temps, vous passez par un cabinet, si tant est qu'en étant dans une PME, vous ayez l'argent pour payer un cabinet? C'est une autre question. Pas pour rien que les PME ont été les premières à utiliser massivement Viadeo et LinkedIn, c'est qu'elles ne pouvaient plus se payer les cabinets, c'était beaucoup plus cher de passer par des réseaux sociaux. Après, c'est du temps aussi. Donc après, c'est toujours des arbitrages. Mais si vous passez par un cabinet, tous les portraits que j'envisage peuvent également, forcément, être transférés et sont transposables au métier de recruteur dans un cabinet. Donc, c'est difficile de répondre à votre question parce que forcément, si vous n'avez pas de RH et de recruteur attitré, peu de chances que l'une de ces éventualités voit le jour. Après, le premier avec l'agent de talent, quand même, c'est un grand débat, ça, aujourd'hui. Est-ce que le CDI va perdurer? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec une multiplication des entrepreneurs, des freelances, des auto-entrepreneurs, et que finalement, plutôt que d'avoir une grosse masse salariale et plutôt que d'avoir tous les soucis aussi, évidemment, d'embaucher des personnes, de devoir les former et autres, est-ce qu'à la mission, est-ce qu'au projet, je ne recruterai pas des spécialistes qui travaillent que sur un temps donné? On parle de plus en plus, et même le MEDEF, de contrat de mission, de contrat de chantier, pour reprendre le contrat de chantier. Donc ça, c'est une vraie question. Est-ce que le CDI va finalement perdurer, ou est-ce qu'un jour, on sera tous multi-entreprises, multi-employeurs, multi-collaborateurs? Donc voilà. Maintenant, répondre à votre question à vous, sur une PME, c'est un petit peu plus difficile et ça prendrait un peu plus de temps. Oui. Finalement. Et merci. Voilà, donc en fait, bien sûr, donne tout un sens justement à ta présentation, puisqu'il est bien dans les 7 profils, et celui-ci est déjà en place dans pas mal d'entreprises. Voilà, alors effectivement, ce qui est dit là, c'est que le recruteur opérationnel est déjà dans l'entreprise, dans la PME. Donc évidemment, finalement, l'un de mes portraits est tout à fait valable, puisque dans une entreprise où il n'y a pas de RH, l'opérationnel que j'envisageais dans une entreprise où il y a un RH, mais a fortiori dans une entreprise où il n'y a pas de RH, peut prendre la main. Alors l'opérationnel, ça va être différents opérationnels. Ça va être celui en charge du marketing pour recruter un chef de produit, ça va être celui en charge de l'informatique pour recruter un ingénieur, ça va être celui du commercial pour recruter un technico-commercial, je ne sais pas. Enfin voilà, donc effectivement l'opérationnel, a ce rôle, forcément. Une autre question, oui, au fond. Bonjour. Alors moi j'avais une question, c'est un peu mon actualité du moment. J'avais à recruter une personne en CDI pour une entreprise qui n'a pas trop les moyens. Le candidat idéal a été trouvé, donc c'est parfait. Et là, il y a 3 finalistes pour des postes en CDD. Et en fait, ma question, c'est lié à mon expérience. C'est que je réagis à quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. C'est qu'un recruteur, il doit être au maximum objectif et que la part de subjectivité, on lutte contre ça. Maintenant, ma question, c'est plus par rapport à la place de la subjectivité. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que je me retrouve là dans ce cas-là, il y a 3 candidats, il y a 2 postes, et il y a des recrutements que j'ai faits totalement très objectifs et qui ont fonctionné, et d'autres où j'ai laissé parler un peu ma subjectivité, ou plutôt mon intuition.
sur des collaborateurs sur lesquels on n'aurait jamais misé, en fait, et qui ont réussi, qui sont montrés les leads de l'équipe, parce que je suis restée sur une vision plutôt managériale, une vision stratégique de l'entreprise, où je me suis dit, ils ont des super managers qui sont dans une vision anglo-saxonne du management, pas de la gestion d'hommes, mais plutôt dans... il y a un terme anglo-saxon qui le dit très bien, c'est enabling, rendre possible. Donc, cultiver, développer les compétences de ses collaborateurs. Et pour le coup, comme on dit en français, prendre le risque de prendre un collaborateur qui n'a peut-être pas toutes les compétences pour pouvoir développer certaines choses. Et comme disent les Anglais, take a chance, prendre l'opportunité d'avoir un tel candidat et de miser sur son potentiel, le potentiel à apprendre, le potentiel à... Voilà. Donc ma question, c'était comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour ajuster, moi je préfère le mot ajuster, cette objectivité et cette part d'intuition à laquelle je crois pour l'avoir vécu. Ok, merci. Donc objectivité ou subjectivité, intuition, c'était l'un des grands débats de ma conférence, donc c'est intéressant. Je ne suis pas sûr que, du coup, que j'ai été bien compris en fait, mais parce que je n'ai pas forcément le temps de tout développer non plus. C'est que quand je parle de subjectivité par rapport à l'objectivité, on ne peut pas être objectif, nous. On ne sera jamais objectif. Donc même quand vous pensez l'être, vous ne l'êtes pas. Un homme, par définition, ou une femme, peu importe, un être humain, est subjectif. Ça, c'est prouvé, voilà, parce que on a des a priori, on a même en pensant ne pas discriminer, on discrimine, mais d'une autre façon. C'est assez étonnant. Donc ça, toutes les théories et toutes les statistiques, toutes les études le prouvent. Donc ça, on ne peut pas changer ça. L'homme est subjectif, fondamentalement. Quand je parle d'objectivité, que je parle du robot, que je parle du recruteur augmenté, ça n'est pas l'objectivité qui va faire qu'on va recruter un clone, justement. C'est là où c'est étonnant, parce que l'homme recrute plus facilement des clones, à la limite, que le robot. Parce que quand on analyse les données, alors je ne suis pas un méga spécialiste, mais je vais essayer de vulgariser un peu la chose. Quand on analyse des données sur des comportements, sur une attitude, une activité, une présence en ligne, sur une trajectoire professionnelle, sur un certain nombre de choses, on parle de plus en plus de recrutement prédictif aujourd'hui, on s'aperçoit finalement que contrairement à ce que l'idée que pouvait avoir un individu d'un candidat, moi j'ai été dans ce cas-là en début de carrière, j'ai enchaîné les expériences. J'étais instable. Et je l'ai entendu ça, que j'étais instable. Instable déjà au bout de deux expériences, alors quand j'en ai 3, 4, 5, et qu'à chaque fois j'étais resté 1 an, je peux vous dire que j'étais sacrément instable. Mais moi, c'est grâce à toutes ces expériences que je me suis construit, c'est grâce à toutes ces expériences que je suis là aujourd'hui, c'est grâce à toutes ces expériences que j'ai créé ma boîte. D'accord ? Donc, aujourd'hui, le big data, justement, cette analyse des données, on récolte, on analyse, on classe et on peut prédire derrière, permet de s'apercevoir, il y a eu une étude qui a été faite là-dessus, que quelqu'un d'instable a plus de chances de rester longtemps dans la nouvelle entreprise que quelqu'un qui a été longtemps précédemment dans une autre entreprise. Ça peut paraître dingue. Et ça, l'homme, à la lecture du CV, en écoutant le candidat raconter son histoire, lui, il se dit « Ah non, lui, il est instable, je ne peux pas le recruter. » Alors que justement, si, celui-là va peut-être être le plus pérenne dans le temps. Donc voilà, en fait, quand je parle d'activité, c'est surtout pas du clonage. C'est juste qu'on a la capacité aujourd'hui d'analyser des données qui nous permettent de prédire un peu mieux le comportement, le fit culturel, le taux de réussite d'une personne dans une entreprise qu'à travers le seul jugement humain. Donc après, il ne faut peut-être pas avoir que le robot ou que l'analyse de données. Elle peut aider. C'est comme tout, hein. Comme les tests ou comme même à un moment donné l'analyse graphologique. Enfin, moi, c'est juste une blague, hein. Je ne sais pas si parmi vous il y en a qui le font, mais en tout cas, que ça soit la seule raison de recrutement, non. Que ça concourt à l'idée que l'on se fasse d'un candidat comme les tests, comme une mise en situation, comme l'analyse de données, oui. Si ça peut aider à faire un premier tri et que derrière, grâce à l'instinct humain aussi, à sa sensibilité, je vais retenir celui avec lequel il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer, au risque de me tromper évidemment,
Et ça appartiendra à chacun de choisir. Est-ce que je prends 0 risque, si tant est que ça existe, mais en tout cas je les limite considérablement, ou est-ce que j'ai quand même envie, moi, de me dire, tiens, celui-là je le sens mieux, ou celle-là je la sens mieux qu'un autre. Ça vous appartiendra. Mais en tout cas, l'objectivité et la subjectivité, voilà, c'est un vrai débat. Merci beaucoup, JC. Alors, on arrive... Il y avait encore une deuxième question? Oui, rapidement. Express. Hein. Express. On a 5 minutes encore. Super question, merci. Comment j'ai recruté mes équipes? Justement, alors ça c'est une super question. Nous, voilà, la dernière stagiaire qui est arrivée, c'était du crowd recruitment. C'est-à-dire que toutes les personnes de l'équipe, alors on n'est pas super nombreux, on est 5, mon associé et 3 personnes, chacun a proposé une mini-épreuve, en fait, à la stagiaire recrutée. Donc, écrire un petit texte, comment mieux vendre nos événements l'an prochain, enfin, voilà. Et c'est une décision qui a été collective. Mais j'ai un meilleur exemple encore, c'était le premier recrutement de stagiaires chez Link Humans. C'était en fait, on a fait pour en reparler aussi, c'était pas une annonce texte, c'était une annonce vidéo. Okay. Et dans la vidéo, on demandait tout sauf un CV. On demandait en fait aux candidats de nous écrire un article de blog que moi je m'engageais à écrire à publier sur mon blog, parce que j'ai un blog qui s'appelle Job 2.0, qui donne des conseils aux personnes en recherche d'emploi. Et à charge pour cette personne, déjà c'était engageant d'écrire un article, mais derrière de le faire buzzer un maximum, d'obtenir un maximum de likes, un maximum de commentaires, un maximum de tweets sur le billet. On n'a eu que 2 candidatures. Seulement 2. Mais elles étaient exceptionnelles. Le jour où j'ai posté ces 2 billets, ces 2 articles, c'est le record d'audience de mon blog depuis 5 ans. Okay. Ils se sont tellement démenés. Alors déjà, l'article était bien écrit, les articles étaient bien écrits. Mais en plus, ils se sont défoncés pour avoir un maximum de likes Facebook, un maximum de partages sur Twitter, sur LinkedIn, sur Viadeo, des commentaires, et ils ont répondu eux-mêmes sans que je leur demande aux commentaires qui étaient postés sur mon blog. Et là, je me suis dit, c'est bon, on a trouvé peut-être pas 1, mais 2 stagiaires. Alors, il y en a un des 2 qui a finalement préféré une autre opportunité, mais on en a bien recruté un de cette manière-là. Et depuis, on a réessayé ça une fois, on a aussi eu 2 candidats. Malheureusement, les 2 ont préféré une autre expérience, parce que nous, on ne pouvait pas payer aussi bien que d'autres grandes structures. Mais en tout cas, ça reste la meilleure expérience aujourd'hui de recrutement où on s'était interdit, pas de CV. Je ne savais absolument pas d'où venait la personne, quelle était son école, quel était son background. Mais en revanche, j'avais testé les compétences qui allaient être les siennes dans l'exercice du poste, puisqu'il fallait faire du community management, de l'animation de communauté, donc être capable de fédérer, d'animer, de faire buzzer, être capable d'écrire, puisque cette personne a écrit énormément sur notre média, RMS News, et déjà faire preuve de motivation. Moi, je suis convaincu que la mise en situation est quelque chose d'extraordinaire pour juger à la fois des compétences d'une personne et de sa motivation. C'est beaucoup plus engageant d'écrire un article, d'oser écrire et de savoir écrire, puis on jugeait la qualité de la plume, évidemment, à ce moment-là, que d'envoyer un CV. Et ce qui était étonnant, c'est qu'on n'a eu que 2 réelles candidatures, mais on a eu au moins une vingtaine de personnes qui ont quand même envoyé leur CV, alors qu'on disait tout sauf un CV. C'est là où on voit que l'a priori, que même les écoles, les universités que nous formons, dans lesquelles nous intervenons, forment encore CV à la réponse classique. Ils n'étaient même pas allés voir la vidéo, ils avaient vu Post Community Management et ils avaient envoyé leur CV. Ils n'avaient même pas pris le temps et ils n'avaient pas eu la curiosité de regarder la vidéo, puisqu'on disait, il n'y a pas d'offre, regardez la vidéo, tout est dans la vidéo, et ni le courage, évidemment, d'écrire un article. Voilà. Mais en revanche, 2 candidatures seulement, et derrière, le meilleur stagiaire qu'on ait jamais eu. Il travaille aujourd'hui chez Mazars, il a 23 ans seulement, et on l'avait quand il avait 21 ans, c'est quelqu'un de brillantissime. Voilà, mais ça, c'est génialissime, quoi. Merci beaucoup. C'est vrai que cette réponse était vraiment hyper intéressante, hyper riche.